Mais bonjour, merci beaucoup de l'invitation, merci au RQIS, merci notamment à Marie-Chantal et Camille. Euh, donc en fait, on va aborder aujourd'hui la mobilisation des expertises et des informations pour prendre des décisions stratégiques et pour s'ajuster en continu. Donc, on va aborder la circulation de l'information dans les organisations, les projets, un peu les évaluations et le lien avec les apprentissages continus et le renforcement des compétences. Donc, on est un groupe très varié, c'est ça. Donc, j'ai fait en sorte que ça puisse parler à peu près tout le monde. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, qui suis-je? En fait, ben, ça fait 14 ans que j'occupe différents postes. Donc, ça a été en transfert de connaissances, en mobilisation des connaissances, en partage des savoirs, en apprentissage stratégique. Donc, un peu une soupe de mots, mais c'est ça. Il y a 14 ans, on parlait assez peu de ces concepts-là, finalement. Et puis, j'ai eu différentes formations. Donc, c'est ça, à l'origine, ben, ça s'entend, je ne viens pas du Québec à l'origine, ça fait 16 ans que je suis ici, mais en France, j'ai été très impliqué dans les milieux d'éducation populaire, donc je considère que c'est une partie de ma formation. Puis après, je me suis formé plus en communication scientifique, en circulation sociale des savoirs, et plus récemment en gestion de projet, art of hosting, et puis sur les processus d'agilité. En 2019, j'ai créé Perspective et donc depuis, j'accompagne différents domaines, différents milieux, donc milieu municipal, milieu philanthropique. Je travaille beaucoup en innovation sociale, petite enfance, recherche partenariale également. Donc à chaque fois, c'est dans les processus de gestion du changement et d'ajustement continu. En termes d'affiliation, ben, j'ai réalisé en fait que ça fait proche de 10 ans que je suis membre du RQIS. J'ai fait une petite pause, mais voilà. Puis autrement, je suis membre de différentes communautés de pratique en transfert de connaissances ou sur l'application des connaissances. Et puis plus récemment, sur les innovations et transformations sociales avec l'Université Saint-Paul notamment. Voilà. Donc, je vais commencer par introduire en fait mon propos par une fable indienne. En fait, c'est 6 personnes qui sont non-voyantes à qui on demande de décrire un éléphant uniquement en le touchant. Donc. Et là, on se rend compte que ben, chacune de ces personnes va décrire différemment l'éléphant. Par exemple, la personne qui tient la queue de l'éléphant dit ben, un éléphant, bah, ça doit être comme un gros rat. Il y a une queue qui ressemble à un rat. La personne qui touche la jambe, bah, c'est un peu comme un arbre finalement. Il y a de l'écorce. Donc, vous voyez le concept, quelqu'un qui tient la défense, quelqu'un qui tient la trompe. Donc, en fait, tout ça pour dire que notre perception de l'information, le regard qu'on pose sur l'information, ben, c'est un peu la même chose. Suivant où on se situe, eh bien, on ne voit pas la même chose. Donc, par exemple, pour un gestionnaire, un partenaire, un employé, un membre du CA, on n'a pas les mêmes utilisations, le même regard sur l'information. Par exemple, si on dit qu'il y a 7% de moins de fréquentation d'un service, eh bien, ça induit pas les mêmes choses comme action, comme levier à activer pour ces différentes parties prenantes. Donc, l'utilisation de l'information dépend profondément d'où on regarde l'information, puis quels sont les leviers qu'on a à activer. Un bailleur de fonds, par exemple, 7% de moins de fréquentation, peut-être ça va être une indication de ah, ben, il y aurait peut-être du nouvel argent à investir pour renforcer certaines capacités organisationnelles, par exemple. Donc, donc voilà, l'idée, c'est réellement de faire sens à partir de l'information pour pouvoir agir en croisant ses regards sur l'information. Donc, si on rentre plus dans les enjeux de circulation et d'utilisation des informations, il y a énormément de sources d'informations dans nos organisations. Il y a des informations qui viennent de rapports d'évaluation, il y a des informations qui ont été colligées dans nos outils de communication. Il y a des choses, je ne vais pas passer à travers tout, mais vous voyez un peu la diversité de ces sources d'informations. Et après, la question, c'est comment on utilise toutes ces informations. Puis il y a des informations, comme on le voit, qui sont
plus formalisées, comme par écrit, par exemple, ou il y a des informations qui sont plus dans la tête des différentes personnes qui travaillent dans une organisation. C'est ce qu'on voit très bien quand il y a du départ de personnel. Et là, ben, on se dit, ah, mais on savait faire ça, mais on ne sait plus parce que l'information, la connaissance, l'expertise était juste dans la tête de certaines personnes. Et souvent, ben, on tombe un peu de haut, puis on se dit, ben, on a vraiment eu une perte majeure d'informations. Donc, par rapport à tous ces exemples de sources d'informations, je vais vous poser une question, c'est-à-dire, quelle source d'information stratégique pour vous, dans les organisations ou dans vos projets, semble la plus sous-exploitée? Donc, je vais demander à Camille si tu veux partager le lien vers le sondage. Et puis, je vais vous demander… Là, je ne vois pas du tout. Donc, Camille, si tu veux me dire si tu as Oui, partagé c'est le lien. fait. Oui. Donc, je vais vous demander là. Ah, voilà, il y a déjà des réponses qui entrent. Donc, si vous voulez cliquer sur le lien dans le… Voilà. OK. Donc, si vous revenez à l'écran que je partage, après, vous allez pouvoir voir des réponses qui arrivent. Je vais attendre un peu. Ça va nous faire un beau nuage de mots. Vous voyez bien mon écran avec le nuage de mots qui apparaît, ouais? Par un pouce en l'air, ouais? Okay. On a déjà un certain nombre de réponses. Je vais juste clore le sondage. J'attends encore quelques secondes et je vais clore le sondage pour arrêter d'avoir tout qui bouge. Autrement, ça va être difficilement interprétable. Les mots qui apparaissent en plus gros, c'est des mots qui ont été utilisés par plusieurs personnes. Donc, ça reflète l'importance de ces mots-là dans le groupe. Bon, je vais clore le sondage. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, on voit que pour le groupe, donc on est combien à peu près? Ouais, il y a eu 43 répondants. Donc, on voit dans les informations que vous considérez sous-exploitées, des choses qui reviennent, les formations, par exemple, qui sont souvent peu exploitées. Effectivement, bien souvent, même on participe à une formation, on se dit, cette formation est superbe, ça va changer ma manière de faire, ça va changer mes pratiques, mais 2 semaines, 1 mois après, ben, on se rend compte que ben, il n'y a pas eu vraiment de changement, puis tout le waouh qu'on avait eu, ben, il s'effrite un peu. Il y a les apprentissages informels, les apprentissages tout court aussi, que vous considérez comme sous-exploités dans les informations. Après, la question, c'est ben, pourquoi on considère que c'est sous-exploité. Je ne sais pas si une ou deux personnes veulent prendre la parole en ouvrant votre micro pour un peu partager pourquoi vous avez l'impression que les apprentissages sont peu exploités dans vos organisations. Il y en a qui veulent se lancer, briser la glace. Peut-être, oui. Oui, oui. Je vois pas tout le monde. Allez-y. Donc, Marie-Hélène, bonjour. Bonjour, Jérôme. Moi, j'ai l'impression que ça va tellement vite. C'est quand on est sur des apprentissages justement informels, mais qui sont super importants quand même, c'est qu'on tente de les réinjecter dans nos pratiques, mais je pense que ça doit passer par un processus quand même si on le garde plutôt informel, ce processus-là, c'est de faire, par exemple, des post-mortem plus souvent, c'est de se donner des temps, en fait, pour débriefer et puis de laisser des traces. Moi, je pense que… Mais, en fait, une des raisons pour lesquelles on le fait pas, je pense que c'est le manque de temps. Mais ça nous fait gagner du temps en bout de ligne, je dirais. Oui, c'est intéressant la question du temps, ça va vite, on n'a pas le temps de formaliser et tout. Après, il y a aussi
des logiques des fois de « ah, il faut qu'on consigne l'information par écrit, qu'on l'indique dans des bases de données, des choses comme ça ». Après, ce n'est pas toujours forcément la chose la plus efficace, la plus fluide, parce que même quand l'information est consignée quelque part, est-ce qu'elle va être bien organisée? Est-ce qu'elle va être accessible facilement? Comment on y a accès? Par quels mots-clés et tout? Est-ce que, par exemple, certaines rencontres plus récurrentes avec des partages de « ça a été quoi mes wow de cette semaine? C'est quoi les principales choses que j'ai appris en travaillant sur ce projet ?» Enfin, essayer aussi d'avoir des endroits où on est dans quelque chose de fluide dans la circulation de l'information, et puis, mais d'avoir des moments, même s'ils sont informels, genre par oral, mais qui sont mis dans le temps, qui sont formalisés. On sait que c'est récurrent, qu'on va parler de nos apprentissages, de nos découvertes, des outils qu'on a utilisés ou qu'on a développés. Puis c'est ça aussi qui va faire qu'on va pouvoir faire en sorte que des apprentissages transitent d'un projet à un autre projet et que ça ne soit pas juste dans la tête de la personne qui a fait son apprentissage. Donc, il y a aussi il y a des choses où vous avez plus mentionné des choses qui sont au niveau de la donnée, par exemple les analytiques des sites web. Donc là, on est vraiment sur de la donnée. Donc après, qui exploite par exemple ces données sur la fréquentation d'une page web? Qu'est-ce qui est consulté? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Est-ce que par exemple, c'est uniquement les personnes qui sont responsables des communications, ou est-ce qu'il y a des discussions collectives sur est-ce que le CA, par exemple, peut avoir, est-ce que ça peut être une information stratégique de savoir les gens qui visitent le site de l'organisme, qu'est-ce qu'ils visitent, qu'est-ce qui les intéresse, c'est quoi les tendances et tout. Donc, c'est la question de qui a accès à l'information pour en faire quoi. Donc, je vais… Il y avait aussi oui. Karine Touveny qui a levé sa main. Oui. Karine, oui. Oui, bonjour. Maintenant, c'était juste, Jérôme, tu faisais du pouce sur ce que j'étais en train de dire, là, d'avoir des supports utilisables, accessibles, faciles aussi de pouvoir compléter, là. Donc, dans la fluidité, en fait. Ouais. Et là, ça rejoint un peu la notion aussi d'agilité. Dans les modes de planification agile, on voit qu'il y a des boucles d'apprentissage qui sont récurrentes et continues. Donc, ça vient aussi avec les modes de planification. Comment on a une planification qui permet de faire circuler ces apprentissages au bon moment, aux bonnes personnes, puis dans le bon format aussi, sachant que l'écrit, parfois on sature. On sature, et parfois aller chercher l'information dans de l'écrit ou même dans des organisations qui utilisent des wikis, par exemple, ça peut être extrêmement complexe et on prend plus de temps à déposer l'information, à savoir où déposer l'information, qu'à avoir un réel usage de l'information et puis de pouvoir la retrouver. Donc, parfois, on a un peu l'impression de jeter, finalement, d'avoir développé des connaissances ou des expertises ou des données, et puis qu'elles s'en vont aux poubelles. Puis, ce qui est parfois dommage et frustrant aussi, c'est que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, et on a parfois l'impression que c'est du gâchis. Donc c'est ça. Donc, c'est tout l'enjeu de la circulation, de l'utilisation des connaissances. Voilà. Puis il y a un effet, éventuellement, j'aurais presque pu mettre en plus des idées, des documents, de l'argent qui est jeté à la poubelle. Parfois, on se demande si il n'y a pas aussi des personnes qu'on jette un peu, parce qu'il y a un aspect très démotivant quand on a travaillé très fort sur un projet et puis finalement, ce n'est pas réinvesti, ce n'est pas utilisé. Il y a un effet démotivant. Puis dans la mobilisation qu'on a par rapport à une organisation, ça peut avoir des impacts assez majeurs. Voilà. L'idée, donc, c'est d'optimiser la circulation de l'information, en fait, des sources d'information, de pouvoir avoir des stratégies d'utilisation stratégique des connaissances pour qu'on débouche sur des usages. Dans les usages de l'information, il y a la littérature
décrit beaucoup de types d'usages. Il y a des utilisations conceptuelles de l'information, des utilisations stratégiques, des utilisations instrumentales, des utilisations symboliques, pour ceux qui connaissent un peu ces termes. Donc, il y a beaucoup de déclinaisons d'usage, mais après, c'est sûr que ça n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas parce que l'information existe qu'elle va être utilisée. Tout ça pour dire que les informations et les expertises sont un peu les matières premières des décisions. De la même manière que si on construit une maison, ou oui, par exemple, si on construit une maison, ben, on va avoir besoin, par exemple, de bois. Donc, il va falloir repérer c'est quoi la forêt dans laquelle on va aller chercher le bois. Il va falloir qu'on découpe le bois, qu'on le valorise, qu'on le transforme, qu'on l'assemble et tout. Et là, ce que j'ai mis à droite, c'est un cycle assez basique. Il y en a beaucoup de cycles de gestion de connaissances, mais c'est un peu la même chose qu'on fait avec les informations et les expertises. On repère les informations, on les préserve, on les organise, on les valorise, on les partage, on les actualise, parce que l'information aussi évolue avec le temps. Il y a des nouvelles informations, ça gagne en complexité, donc il faut mettre à jour aussi l'information. C'est un gros défi de nos organisations et de nos projets, comment on reste à la page. Et donc ça, c'est plus en termes de cycle de gestion de l'information. Mais après, le défi, c'est pas parce que l'information existe qu'elle sera utilisée. Donc, comment on accompagne l'appropriation de l'information? Comment on fait pour que ça fasse écho dans la tête des différentes personnes qui sont à même d'utiliser cette information? Puis, comment on accompagne les usages? Quand on parlait de la formation tout à l'heure, eh bien, s'il n'y a pas d'avant la formation et après la formation, de mettre en place les conditions gagnantes, l'espace pour pouvoir faire les choses différemment, le temps, pouvoir échanger avec ses pairs sur ben, qu'est-ce qu'on a fait différemment, qu'est-ce qu'on trouve difficile. Voilà, ben, souvent, il n'y aura pas de changement. Les apprentissages, l'utilisation de l'information, c'est très lié au concept d'évaluation, de reddition de comptes et d'ajustement. C'est un gros morceau, en fait, parce que, par exemple, l'évaluation, ce n'est pas une fin en soi. On n'évalue pas pour évaluer. On évalue pour démontrer que certaines choses fonctionnent. Des fois, on va vouloir évaluer pour vis-à-vis de bailleurs de fonds, pour continuer à avoir de l'argent, mais on peut évaluer aussi pour faire des ajustements continus. Donc, voilà. Ça, c'est une phrase qui est attribuée à Bouddha, mais je n'ai pas pu l'appeler pour vérifier si c'était vraiment de lui. Mais il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et d'autant plus, comme actuellement, il faut toujours s'adapter parce qu'il y a des nouveaux acteurs dans l'écosystème, que ce soit des concurrents, que ce soit des alliés, il y a des nouvelles sources de financement, etc. Donc, ce n'est pas une option de s'ajuster en permanence et parfois, ça peut être des raisons qui sont par rapport à la compétitivité, parfois à la pertinence sociale aussi, parce que les besoins des populations évoluent. Donc, voilà. Cette année, ça a été, puis l'année passée, il y a eu des impacts assez majeurs et que personne n'avait pu prévoir du télétravail sur la circulation des informations. Donc, je vais vous partager, en fait, Camille va vous partager le lien là dans le chat. Ça devrait être le même lien. Et puis, je vais passer à la question suivante qui est… Hop là, attendez, il y a un petit problème. Voilà, on va passer à la question suivante, qui est les impacts du télétravail dans la circulation de l'information. Je vais vous demander de classer, à partir du lien que vous avez reçu, à quel point ça a eu peu d'impact ou énormément d'impact par rapport à quelques énoncés sur le fait de prendre des décisions ensemble ou de se coordonner, etc. Je vais vous laisser un peu de temps pour voter.
Et on voit les résultats s'afficher. Juste pour l'interprétation des résultats, vous voyez une espèce de vague derrière les résultats, c'est la répartition des votes en fait. Il y a la moyenne qui est dans les petites bulles et puis la répartition des votes dans les vagues. Il y a 48 personnes qui ont répondu pour l'instant. Bon, ça a l'air d'être pas mal stable. Je vais fermer le vote. Est-ce que... Ah non, ça j'ai mis un... Okay. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à cette prise de température du groupe? Si vous voulez comme débloquer votre micro, pour, soit par rapport à ce que vous avez, soit pour interpréter les résultats, soit pour dire pourquoi vous avez voté tel ou tel type de choses. Oui, il y a Marie-Hélène qui a levé sa main. Oui. Oui, en fait, moi, pour toutes les catégories, j'ai mis que ça avait eu un impact important, mais pour des raisons différentes, c'est-à-dire que pour certains aspects comme le co-développement, je voyais plus un impact positif parce que chez nous, on a mis en place des cellules de co-développement, puis ça se faisait très bien en ligne, finalement, en Zoom, puis en petite chambre. Plus intime. Fait que ça se faisait bien, mais pour les autres, ça a eu un impact. Pour moi, ça a complètement changé mes pratiques de collaboratives, le fait d'être en Zoom. Fait que c'est des impacts négatifs et positifs sur certains aspects, comme le co-développement. Intéressant. Quelqu'un d'autre veut partager un peu? On a aussi Rachel et Armel après ça. J'ai un peu le même son de cloche là, que Marie-Hélène. En fait, j'arrivais pas à voir si c'était positif ou négatif, mais j'ai répondu dans à diverses questions de diverses façons. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord. Je fais du pouce sur ce qui vient d'être dit, mais aussi dire que c'est difficile de savoir est-ce que c'est le télétravail parfois ou juste le contexte Covid qui a fait qu'il y a eu de l'impact, là, comme je pense à développer de nouveaux projets, je pense qu'il y a aussi beaucoup le contexte Covid, là, même si on n'était pas en télétravail, qui a fait qu'il y a eu un impact assez important. Absolument, ouais. Et Luc? Ouais, je trouve qu'il y a des cas où c'est le jury est encore en délibération à savoir vraiment l'impact. On sait que ça aura des impacts, le fait de ne pas avoir les conversations informelles, de ne pas être vu de la même façon à l'impromptu, vraiment la sérendipité est affectée assurément, puis ça, c'est des fois dans le plus moyen ou long terme qu'on verra plus les impacts de ça. C'est encore intangible à l'heure qu'il est. Totalement, ouais. On a aussi Denis et Marie-Pierre. Moi, je trouvais que ça dépendait beaucoup de la réactivité des organisations à s'adapter aux nouvelles technologies et à la capacité à ses utilisateurs, donc à ceux qu'ils visent, de pouvoir s'adapter également. Parce qu'il y a eu, comme le disait la première intervenante, là, il y a eu des effets positifs, nous, dans les faits de décider ensemble. Mais il fallait vraiment qu'on soit au même niveau d'utilisation des nouveaux outils. On pense à Zoom, on pense à tout plein d'outils participatifs. Nous autres, on utilise beaucoup Miro. Mais il y a eu une petite période d'adaptation qui n'a pas été facile. Puis là, l'impact du télétravail s'est beaucoup fait sentir. Mais dès qu'on a acquis ces nouvelles connaissances-là, c'est de moins en moins présent. Moi, je suis avec Lola aujourd'hui. Merci de comprendre ma réalité. En fait, moi, j'ai vraiment ressenti des impacts assez importants parce que je suis arrivée d'un congé de maternité, donc j'ai vraiment vécu une situation quand même, je trouve, intéressante parce que les gens étaient en télétravail depuis 1 an.
Puis moi, je n'avais pas été en télétravail durant cette année-là. Donc, j'ai vraiment vu, ils ont mis en place là, des manières de fonctionner, tout ça, qui fonctionnaient pour eux. Mais moi, à mon sens, il y a des trucs que je me suis dit, il y a peut-être de l'amélioration à faire ici et là, parce que j'arrivais complètement de l'extérieur et je trouvais qu'il y avait tout le côté humanisation qui avait été perdu, là, de vraiment connecter avec les individus, et je le vois parce que je suis dans un nouveau poste. Donc, connecter, créer des liens de confiance, je trouve que c'est ça c'est vraiment un défi, je trouve super intéressant à relever dans le contexte du télétravail et la circulation d'informations. Wow. Et j'ai beaucoup aussi aimé l'intervention de ta fille aussi. J'aime beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok, on va continuer, mais je trouve ça fort intéressant. En fait, attendez, je vais juste, j'ai perdu ma présentation comme ça. Ok, ça sera pas long. Hop là. Dites-moi quand est-ce que vous voyez mon écran. Ça devrait apparaître. Voilà. En fait, de ce que je vois là, enfin, les mandats sur lesquels je suis contacté, le télétravail ou la Covid, comme je pense que c'est Aurélie qui parlait de ça, en fait, on est passé de différents stades un peu. C'est l'idée d'un processus d'adaptation ou un processus de résilience finalement ou d'ajustement continu. On est passé un peu de stade de faire comme si de rien n'était. Au début, on n'avait plus le droit d'aller dans les locaux, on était en télétravail, donc on a fait un peu comme avant, les mêmes types de rencontres, mais sauf qu'on les faisait en visio. Ensuite, on a fait avec des limites, parce qu'on a réalisé, je pense que c'est Luc, tu disais, il n'y avait plus d'espace de machine à café, il n'y avait plus de cadres de porte. On n'a pas encore inventé les cadres de porte virtuels, bien qu'il y a certaines pratiques qui s'en rapprochent, ou de se croiser de manière impromptue dans les couloirs. Et donc là, on a réalisé que finalement, il y a énormément d'informations stratégiques puis qui étaient très, très utiles dans le quotidien, qu'on partageait de manière informelle dans un cadre de porte, comme en se croisant, dans l'ascenseur, ou etc. Ensuite, on a fait finalement malgré, donc on s'est adapté, on a ajusté peut-être la longueur des rencontres, parce qu'on a réalisé que faire une rencontre de travail de 3 heures en visio, c'est pénible. Donc voilà, on a fait du nouveau à cause de la pandémie, finalement, à cause du contexte. Et puis, on est amené à faire du nouveau grâce, donc je pense que c'est Denis mentionnait que, par exemple, l'utilisation de certaines plateformes de collaboration comme Miro, on a les Jamboard de ce monde, tous les outils collaboratifs. Donc, pour moi, c'est vraiment un révélateur d'opportunités et puis aussi de pouvoir prendre un temps, puis ça, c'est des ateliers là que j'anime beaucoup en ce moment, sur avoir un temps réflexif sur qu'est-ce qu'on a appris de ce processus d'ajustement qui n'est vraiment pas fini. Puis il y a des choses qui sont pénibles, mais il n'y a pas que du mauvais non plus. Et ça nous amène aussi à réfléchir à la manière dont on fait circuler l'information dans nos organisations et comment on collabore. Puis à partir des différents types d'intentions qu'on a. Parfois, on veut juste informer de certaines décisions. Parfois, on veut juste co-créer. Donc, comment on co-crée à distance? Parfois, on veut juste prendre une décision, cristalliser une décision. Et bien là, ça nous pose la question de quels outils de communication on utilise par rapport à ces différentes intentions ou ces différents objectifs. Voilà. Et dans les processus de prise de décision, en fait, ça c'est une pyramide que vous connaissez sans doute. Souvent, en bas de la pyramide, on trouve les données. Donc là, on est sur de l'information un peu brute. C'est souvent des chiffres. Si on construit du sens, donc plus on monte dans cette pyramide, plus on monte en sens, eh bien, on assemble ces briques, ces unités que sont les données pour créer de l'information. Puis si on monte d'une coche, on passe aux connaissances et ce qui va nous amener à prendre des décisions. Après, l'idée, c'est comment on crée de la valeur à partir des données
pour que finalement on réussisse à prendre des décisions éclairées. Et quand je vous parlais tout à l'heure du cycle de gestion de l'organisation, du cycle de gestion des connaissances, on est un peu sur les mêmes étapes finalement. On collecte, on organise, on synthétise, on met en relation et finalement on arrive à prendre une décision. Décision qui dans certains modèles est appelée la sagesse. C'est ce qu'on retrouve dans les modèles théoriques. On est sur données, information, connaissance et sagesse. Voilà. Et puis, souvent, en fait, ce qu'on veut dans une organisation ou dans un projet, c'est apprendre, mais pour faire quoi? Pour prendre des décisions, pour renforcer aussi les compétences. Donc, par exemple, on peut voir ça là, dans les projets que j'anime, que j'accompagne. Je travaille beaucoup sur les conditions de l'impact collectif, donc sur les conditions liées à la gouvernance des projets, à le fait d'avoir un plan d'action commun, un objectif commun, un engagement inclusif de la communauté, les apprentissages et les évaluations. Voilà. Ou bien, beaucoup aussi, j'aborde les changements systémiques. Donc, oh là, j'ai oublié de mettre les sources, je rajouterai ça. Mais impact collectif, là, c'est 5 conditions de l'impact collectif. C'est beaucoup l'organisation Tamarac qui a développé ça. Et ces changements systémiques, ces conditions de changement systémique, ça, notamment, j'ai travaillé ça avec l'organisation Humanovis. En fait, c'est de voir comment une organisation contribue aux politiques publiques, aux pratiques d'intervention, aux flux de ressources. Donc, les flux de ressources, c'est aussi bien comme en termes d'argent, en termes d'information aussi, comment une organisation participe à contribuer à des flux d'informations, à la mise en relation ou la connexion entre les parties prenantes, les politiques, les intervenants, voilà, sur les dynamiques de pouvoir et les modèles mentaux. Et la manière dont j'aborde ça, en termes d'apprentissage, c'est aussi de voir comment on peut développer des sortes de référentiels de compétences, donc que ce soit des compétences individuelles ou des compétences organisationnelles. Si on parle par exemple des pratiques, comment on contribue à changer les pratiques, à partir de quelles compétences, à partir de quel type d'activité, de quelles connaissances on a besoin, et concrètement, ça se décline comment en termes de comportement observable. Donc, voilà un peu l'approche. Les apprentissages continus, donc c'est très lié, comme je le disais, au renforcement des compétences. Il y a aussi toute la notion, quand on est dans l'ajustement, quand on est dans l'apprentissage, on n'est pas toujours à créer du nouveau. Des fois, on est finalement sur une dynamique de recyclage, de réinvestissement de ce qui existe déjà. Et là, je vais vous amener à répondre à la question, quelles sont les opportunités de réinvestissement des rapports annuels? J'imagine que dans toutes vos organisations, ou presque, il y a des rapports annuels. C'est énormément de travail de développer des rapports annuels, beaucoup de ressources, beaucoup de gens consultés, voilà. Et à quel point on utilise vraiment tout ce travail, à quel point on réinvestit toute cette énergie, tout cet argent qui a été mis pour les rapports annuels. Donc, je vais demander de nouveau à Camille, je te sollicite beaucoup Camille, le lien, mais je pense que c'est le même lien de toute façon que vous avez déjà, d'organiser, de classer dans le sondage les principales opportunités, selon vous, de réinvestissement des rapports annuels dans vos organisations. Donc, je vais vous laisser quelques minutes. Il est peut-être un peu plus long à répondre, ça. Donc, il y a 6 items, puis je vous demande de les classer du premier. Qu'est-ce que vous semblez comme la principale réinvestissement possible jusqu'au 6e. Voilà. Et je vais afficher les résultats. Donc, on se laisse 1 ou 2 minutes pour ça. Ah, les réponses commencent à rentrer.
peu près la moitié des personnes qui ont répondu. On va attendre encore un peu. Personnes, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que là, ça se stabilise. On a 40 personnes qui ont répondu. Ah, 43. Bon, je pense qu'on va arrêter là. 45. Bon, je vais fermer le sondage. Voilà. Est-ce que des personnes veulent partager un peu leur vote et puis l'interprétation de ces résultats? Je vois que Denis lève la main. Oui, mais moi j'ai eu de la misère à interpréter la question dans le sens où est-ce que je devais me positionner par rapport à ce qui se passe réellement, par rapport à ce qu'on fait actuellement du rapport, ou est-ce que dans notre vision à nous, quel serait le meilleur investissement qu'on pouvait faire de ces rapports-là? Donc, j'ai eu de la misère vraiment, parce que la question, tu sais, classer les principales opportunités de réinvestissement des rapports annuels, on ne savait pas si c'était dans le réel ou moi, je me suis classé plus dans le réel que dans la perspective. OK. Mais pour moi, la manière dont j'avais posé la question, c'était vraiment en termes d'opportunités. Ce n'était pas forcément sur ce qui se passe actuellement, mais c'est intéressant, effectivement. Mais souvent, avec cette question, on réalise que il y a plein d'opportunités, mais est-ce que c'est vraiment la manière dont on l'exploite? Ça, c'est moins sûr. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Il y avait Catherine qui a écrit dans le chat, ça dépend tellement des organisations, des contextes. Il me semble que ce classement change souvent. Effectivement, ouais, c'est ça. Là, c'est effectivement chaque contexte est différent, mais en fait, c'est ce que je constate dans les accompagnements que je fais, c'est qu'il y a beaucoup, la principale utilisation des rapports annuels, souvent, elle est dans la reddition de comptes pour prouver et tout. Puis finalement, on passe énormément de temps pour rendre des comptes à un bailleur de fonds, mais les rapports annuels sont très peu utilisés dans les organisations, notamment dans les rencontres d'équipe, comme que ce soit outils de suivi ou même on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'organisation qui n'ont jamais vraiment consulté le rapport annuel ou qui n'ont vraiment jamais pris connaissance, ou qu'il y a peu d'animation parfois de conseils d'administration à partir des rapports annuels. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont dans les rapports annuels qui peuvent être des outils. Il y a beaucoup d'infographies en général, il y a des chiffres très parlants et tout, donc des supports à la discussion, puis pour pouvoir en discuter entre les différentes parties prenantes, pour pouvoir apprendre aussi de ce qu'on fait, faire des temps de bilan, etc. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Je ne vous vois pas. À moins que j'ai perdu la connexion et que je ne parle à personne. Mais Non, je pense que tu peux avancer. Ok, parfait. Donc, en fait, c'était juste, effectivement, c'est très différent suivant les organisations, mais c'est souvent une question qui est intéressante à se poser. C'est comme à quel point on met de l'énergie dans un rapport, dans un outil, puis quels sont les réinvestissements qu'on en fait. Voilà. Donc, au niveau, hop là, ouais, il faudrait que je mette le bon écran. Ça serait pas mal. Une chose que j'utilise beaucoup pour les apprentissages, parce que dans les organisations, il y a la dimension des apprentissages organisationnels, puis les apprentissages individuels. Si on est au niveau des apprentissages individuels, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle les récits utilisateurs.
C'est beaucoup utilisé plus dans le milieu de l'intelligence d'affaires, mais c'est vraiment de pouvoir compléter cette phrase à trous en tant que, donc par exemple, membre du conseil d'administration, j'ai besoin des informations, par exemple, sur l'évolution des activités de l'organisation, afin de prendre des décisions éclairées, puis pouvoir imaginer le futur de l'organisation. En fait, les récits utilisateurs, c'est très puissant de pouvoir décliner les différents récits utilisateurs par rapport aux parties prenantes d'un projet ou d'une organisation. Concrètement, ça vient à établir des sortes de tableaux avec, pour les gestionnaires, pour les employés, pour les membres du CA, pour des financeurs, ça peut être pour des clients ou des bénéficiaires, peu importe comment on nomme, mais en tant que, donc c'est la fonction, le mandat est quoi? Donc là, on va explorer plus le côté des leviers du mandat spécifique. Puis, j'ai besoin de, donc quel type d'informations, de connaissances, de soutien, afin de faire quoi? Quel type d'action? Donc ça, c'est tout à fait une structure qui permet de raffiner les apprentissages et de pouvoir définir, OK, qu'est-ce qu'on a besoin spécifiquement d'apprendre et quels seront les usages spécifiques de ces apprentissages. Parce que comme je le disais, on n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour passer à l'action, pour prendre des décisions, pour faire des choses. Voilà, donc c'est un outil, je trouve, qui est très puissant. Après, ce qui est le plus délicat, c'est d'arriver à explorer, par exemple, les besoins. Parce que si on pose la question, par exemple, à un membre du CA, de quoi avez-vous besoin pour faire ce que vous avez à faire, ça peut être un peu… Enfin voilà, souvent, ce que je vois, c'est un processus d'accompagnement pour faire émerger les besoins, pour les raffiner et tout, pour les clarifier. Mais c'est un processus qui se fait avec les principaux acteurs concernés. Voilà. Pourquoi les apprentissages organisationnels? Notamment parce qu'il y a des risques d'amnésie organisationnelle. Parce qu'il y a souvent des rapports qui sont tablettés, qui ne sont pas réinvestis. Parce que les apprentissages transitent peu d'un projet à l'autre. On a de la difficulté, là on est beaucoup dans une période, je trouve, de documenter les impacts, en fait de prouver les impacts, même plus que de les documenter bien souvent. Et donc comment on documente les impacts? C'est en croisant les regards, en croisant l'information, en faisant co-interpréter l'information, les résultats d'évaluation, par exemple, ou de documentation. Il y a beaucoup d'enjeux aussi, départ de personnel avec des pertes majeures de connaissances. Donc là, c'est une perte sèche bien souvent pour les organisations. Perte sèche qui est très dure à dire si on le dit plusieurs fois rapidement en passant. Il y a des formations qui sont peu réinvesties dans les pratiques. Il y a certaines organisations qui dépensent énormément de budget de formation et finalement, quand on voit les retombées, c'est assez faible. Et beaucoup d'événements aussi qui coûtent très cher, mais finalement qui ont un effet waouh. Genre, on a discuté toute une journée, c'était passionnant, on a fait émerger des idées, mais finalement, ça retombe comme un soufflet parce qu'on n'a pas forcément pensé à ça va être quoi les suites, comment on va réinvestir toutes les informations qui auront émergé, puis comment cette information va être réinvestie pour les employés de l'organisation, pour le CA, pour les gestionnaires, pour les bailleurs de fonds et tout. Donc, c'est vraiment les déclinaisons d'usage souvent qui font un peu défaut. Donc, finalement, l'utilisation stratégique des connaissances, ça prend, oui, les bonnes connaissances. Par exemple, dans une formation, on se dit « Waouh, la formation était excellente, c'était vraiment ce qu'il me fallait. » Mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était réellement le bon format? Par les bonnes personnes, par le bon messager, dans le bon contexte. Excusez-moi. Donc voilà, on peut mettre un peu toutes les stratégies qu'on utilise, que ce soit les formations, les événements, les rapports, comme les groupes de co-développement. On peut les passer sous cette grille d'analyse, qui est une grille
de gros bon sens, en fait. Est-ce que c'est les bonnes personnes au bon moment, dans le bon contexte et tout? Mais l'utilisation stratégique des informations, des connaissances, n'arrive pas par hasard. C'est quelque chose qui se planifie. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour optimiser la circulation et l'utilisation des informations, il faut s'intéresser à, oui, de quoi on a besoin comme information pour prendre les décisions. Où est-ce que se trouvent ces informations? Est-ce que c'est des informations qu'on a à l'interne? Est-ce que c'est des informations qu'il faut aller chercher à l'extérieur? Est-ce que c'est des informations que personne n'a et qu'il va falloir développer, construire? Il faut s'intéresser à qui va utiliser les informations, dans quel contexte, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur emploi du temps, c'est quoi leurs préoccupations, leurs priorités, etc. Donc, les contextes, avec qui on va le faire, comment on va le faire, puis comment on va s'assurer d'avoir les bons indicateurs, comment on va s'assurer qu'on regarde les bonnes aiguilles bouger pour pouvoir s'ajuster en permanence. Donc, en fait, pour résumer, ce que j'ai abordé là dans cette présentation, c'est des aspects de performance organisationnelle parce qu'on se donne des objectifs d'apprentissage, on regarde qu'est-ce qu'on veut voir bouger comme indicateur, donc vraiment sur la performance organisationnelle. On est sur une dimension ressources humaines parce qu'on parle de compétences individuelles, notamment de comment on renforce ses compétences, qui a besoin de quoi pour faire quoi, puis comment on travaille ensemble. On est sur une dimension de communication, comment on fait circuler l'information entre nous dans les équipes en contexte de télétravail ou quand on retournera, quand on pourra se retrouver autour de la machine à café. Et au fur et à mesure là, de ma pratique, je réalise que les apprentissages stratégiques sont vraiment au confluent de ces trois piliers organisationnels. Et bien souvent, quand on parle des apprentissages stratégiques, on travaille sur la clarté stratégique des organisations, on travaille sur le positionnement et le rayonnement des initiatives ou des organisations, sur le renforcement des capacités, mais aussi et beaucoup sur le climat de travail et l'engagement. Parce que c'est sûr que quand on sait comment on contribue à quelque chose qui fait partie de… comment notre travail individuel participe à un tout qui est plus grand que juste sa mission individuelle, ça crée du sens, ça crée de l'engagement, puis c'est assez fondamental dans son travail parce qu'on n'est pas des machines. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous. Il nous reste quelques petites minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, là, j'avais juste mis comme des pistes de réflexion. Mais voilà, je vais… puis n'hésitez pas autrement, même par la suite, à me contacter, à m'interpeller par courriel, sur site internet. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. On avait une question dans le chat de Catherine Hébert qui dit « Donc, pour maximiser l'utilisation stratégique, si toutes les conditions semblent réunies, ce serait de planifier la suite des choses ?» Et je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que Catherine, tu veux nous préciser? Elle a spécifié qu'elle ne pouvait pas utiliser son micro aujourd'hui. Bon. Elle dit donc pour maximiser l'utilisation stratégique, si toutes les conditions semblent réunies, ce serait de planifier la suite des choses. Est-ce que pour maximiser l'utilisation stratégique des expertises et des informations, il s'agit de planifier les choses? Oui, en fait, c'est beaucoup des logiques de planification. En fait, quand on se dit qui a besoin de quoi pour faire quoi, quand on a clarifié ça, c'est ensuite de dire comment on va atteindre ces objectifs d'identification de l'information, de création, pour construire les décisions, quel va être le processus. Donc oui, il y a une dimension de planification, effectivement. Ouais. Je vais te laisser gérer les tours de parole. Oui, on a Denis qui a levé la main. Ouais. Alors, c'est très intéressant, Jérôme, comme d'habitude. Tu amènes des bons points. J'ai pris plusieurs notes. J'aimerais savoir ton point de vue. Tu changes beaucoup tu amènes beaucoup de deux notions qui, pour moi, c'est différent.
puis je me suis amusé à les changer, les interchanger, c'est la notion d'information puis de connaissance. Ouais. Donc, dans ton graphique, dans certaines de tes annotations, tu marques information, puis moi, j'ai essayé de voir, c'est quand on met le mot connaissance dans ça, est-ce que ça l'amène une autre notion, une autre dimension que je n'ai pas perçue. Fait que je voulais juste savoir si, je pense que dans les dernières diapos que tu as présentées, il y avait un ensemble là, de tableaux avec un ensemble de bulles avec le mot information. Je voulais juste savoir si tu faisais une différence entre les deux notions. C'est un grand débat terminologique, puis il y a eu des articles sur ça, sur comment on démêle ces termes-là. Pour moi, en fait, j'utilise principalement le mot information parce que pour moi, c'est beaucoup les informations qui sont, comme je présentais, attends, je vais juste représenter ça. Pour moi, il y a les données, les informations, les connaissances et les décisions, mais souvent, ce que je réalise, c'est qu'on travaille sur les informations. Après, on pourrait dire aussi, ah oui, mais est-ce qu'on ne travaille pas sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être? Voilà, donc en fait, c'est un débat terminologique. Effectivement, j'utilise parfois connaissance, parfois information. En fait, je dirais ça dépend beaucoup à qui on s'adresse. Et puis, on pourrait passer beaucoup de temps pour démêler ces termes. De plus en plus, j'ai travaillé pas mal dans le milieu universitaire, puis c'était des débats qui n'en finissaient pas. Moi, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi qu'on veut faire, puis de quoi on a besoin. Donc c'est ça. Moi, je considère dans ma pratique de plus en plus que c'est vraiment les informations qui sont à la base. Et puis, quand quelqu'un il y a la notion d'expertise aussi, qui peut être similaire à connaissance, mais certaines disent que c'est des informations. Donc, écoute, c'est une réponse sans en être une vraiment, mais pour moi, la clé, c'est quelle information circule et puis après, qu'est-ce qu'on entend par… Est-ce que vraiment c'est une information ou si c'est plus une connaissance? C'est un gros débat, mais voilà. Donc, je te réponds sans répondre vraiment. mais en fait, c'est ça. Pour moi, c'est plus si important. À un moment donné, je déclinais vraiment, mais je prenais une demi-heure pour parler des informations et des connaissances, puis voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que tu aimerais conclure peut-être? Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me contacter. C'est ça, si vous avez des questions ou si vous voulez poursuivre des échanges. Voilà. Il y a deux questions. Il y a Catherine qui demande dans le chat, ce serait quoi le meilleur conseil? Le meilleur conseil, en fait, ça va peut-être paraître un peu étrange, mais c'est cultiver son muscle de l'empathie, je dirais, parce que bien souvent, on a des objectifs d'utilisation de connaissances. On se dit, par exemple, des politiques devraient plus prendre en compte ce qu'on veut leur dire, ou des intervenants devraient plus utiliser tel type de résultats pour changer leurs pratiques et tout. Mais après, on est beaucoup dans le prescriptif, mais essayer de se mettre dans les chaussures des personnes qu'on vise pour voir c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur contexte. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de processus qui parfois, enfin pas beaucoup de processus, mais on peut parfois manquer d'empathie quand on parle de l'utilisation des informations ou des changements de pratiques ou de la gestion du changement. Mais je trouve que ce travail d'écoute active, de comprendre qui sont les gens qui vont être impactés par un changement ou qui vont utiliser des informations, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et donc, on est sur des principes d'empathie, de communication non violente aussi, de pouvoir suspendre son jugement, puis juste d'écouter quelle est la réalité des gens. Donc, pour moi, ça serait le principal conseil, conseil, si j'ai des conseils à donner. Il y avait aussi Leïla qui voulait intervenir. Ouais. Oui, bonjour. En fait, je suis comme un peu sous le choc. C'est la première fois que je vois la performance organisationnelle présentée de façon aussi
ancré, tu sais, dans la mission de l'organisation, d'en faire une organisation apprenante. C'est comme l'inaccessible étoile pour moi. Pour y avoir très peu touché, je voyais que c'était plus abordé de façon performance. Est-ce qu'on répond aux demandes des bailleurs de fonds? Est-ce qu'on arrive à rendre à temps nos redditions de comptes? Est-ce qu'on rayonne davantage? Mais je trouvais qu'humainement, c'était pas comme ancré dans la dynamique de l'organisation. Je pourrais pas aller plus loin, puis la conférence est finie, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ça. J'étais comme... pour moi, ça a été le clou du spectacle, l'apparition de la bulle de la performance organisationnelle. Donc, merci de rappeler que c'est rattaché, que l'un peut aller avec l'autre, finalement. Là. Pour moi, ce qui est au centre des organisations, il y a la mission, oui, mais il y a les humains qui la composent. Et puis, comme avoir le sentiment qu'il y a une certaine efficience, qu'on participe à un projet, que c'est structurant, puis, le développement aussi professionnel est lié au développement personnel. Donc, pour moi, c'est remettre l'humain. Puis, le fait de se dire, on est performant, on est efficient ensemble, pour moi, c'est extrêmement important, effectivement. Ouais. Jérôme, merci beaucoup. Étant donné que je vois qu'il y a des gens qui commencent déjà à partir, on voulait prendre une photo, puis on voulait vous envoyer aussi le sondage de fin de tout ce webinaire-là. Donc, Camille, tu peux le mettre déjà dans le chat pour que les gens puissent le remplir. Sinon, on va vous l'envoyer aussi pour si vous n'avez pas le temps de le remplir maintenant. Et puis, est-ce que c'est toi, Camille, qui s'occupe de prendre une photo pour ceux qui, en tout cas, ceux qui ont envie, laissez votre caméra allumée. C'est fait. Merci tout le monde. Photo de famille, c'est ça? On peut rester encore quelques minutes s'il y a des questions. C'était juste parce que je voyais que les gens partaient, puis je voulais que le sondage soit parti. Donc, s'il y en a encore des questions, on peut rester encore quelques minutes avec vous. Bon, ça ressemble à des merci beaucoup. Moi, je peux rester encore pour ceux qui veulent, mais c'est ça. Merci de ta flexibilité, Jérôme. Tu m'as accepté. J'ai dit merci de m'avoir accepté avec la petite. Puis j'aimerais peut-être avoir tes coordonnées. Parce qu'ils ont été à l'écran quelques secondes, puis j'ai pas eu le temps de prendre une petite photo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci aussi pour la participation et tout. C'était bien intéressant. C'est sûr qu'il y a des questions qui étaient très dépendantes des contextes, mais il y avait quand j'ai vu la liste des participants, il y avait une tellement grande diversité et tout que c'était difficile j'ai plus beaucoup de cheveux et je m'en suis arraché pour formuler les questions. Merci de votre participation. Salut Jérôme, merci, à bientôt. Au revoir Pierre. Ciao. Merci. On va envoyer, Jérôme, de toute façon, la vidéo, donc ils vont avoir tes coordonnées. On peut leur envoyer par courriel aussi. Parfait, ouais. Tu peux enlever le